Sur les grands concepts, tout le monde est d'accord. Que vous soyez électeur du Rassemblement national ou de la France insoumise, c'est-à-dire sur plus de sécurité, plus de pouvoir d'achat, amélioration des salaires, sur les grands concepts, tout le monde est d'accord. Le problème, et je suis d'accord avec vos éditorialistes, c'est que par la suite, quand on essaye d'amener ça au Parlement sur des mesures concrètes, c'est là où ça se casse. Et là on n'est pas du tout d'accord. C'est pour ça que je suis aussi pessimiste sur ce fait-là, que arriver à se mettre d'accord sur la mesure ou les mesures de pouvoir d'achat, ça va être très compliqué. Mais encore une fois, sur le concept, tous les électeurs sont d'accord. Juan José Dorado, l'Espagne aussi a été confrontée à ça. Pourquoi nos voisins, alors rapidement parce que ça pourrait faire 3 heures, pourquoi la plupart de nos voisins y arrivent, pourquoi on n'y arrive pas? Alors qu'un historien nous rappelait encore que la 3e, la 4e et même le début de la 5e, on le faisait très bien. Nous sommes confrontés à la coalition. Nous sommes confrontés actuellement, puisque nous avons un gouvernement de coalition entre le Parti socialiste et Sumar, qui est l'équivalent de la France insoumise. Et c'est un gouvernement de coalition minoritaire. En Espagne. Parce qu'en Espagne, là, parfois on se pose la question en France, est-ce qu'ils vont trouver un gouvernement de coalition pour avoir une majorité? L'Espagne est minoritaire. Le gouvernement est minoritaire et en coalition. Mais la différence, c'est peut-être que l'Espagne, dont le premier gouvernement de coalition, ce n'est que 2019, mais juste avant, l'Espagne avait quand même développé les accords de gouvernement, les accords des législatures. Donc les socialistes ou les conservateurs gouvernaient, mais ils savaient passer des accords pendant la législature. Mais ils gouvernaient seuls. Aznar gouvernait seul. Aznar, son premier gouvernement était un gouvernement seul, en minorité. Il n'avait pas la majorité absolue, mais il avait passé des accords avec les nationalistes pour qu'ils puissent appuyer son gouvernement. Il n'était pas au gouvernement, mais il s'appuyait dans des accords de gouvernement existaient. Et donc cette culture du compromis existe en Espagne depuis très longtemps. Et là où je suis d'accord effectivement avec le maire de Marseille, c'est que la France n'est pas habituée. Autant vous êtes vraiment des négociateurs hors pair, en dehors des frontières françaises, autant quand il s'agit de négocier à l'Union européenne, à Bruxelles, à l'Union européenne, à l'ONU et partout ailleurs. Mais dès que vous êtes à l'intérieur de vos frontières, vous êtes incapable de trouver le moindre compromis. Parce qu'à l'extérieur, c'est les diplomates souvent qui négocient. Et notre confrère espagnol réagissait aussi à ce que vous nous racontiez. Majid, qu'est-ce que vous aviez envie de nous dire, cher Juan José? Il faut regarder plus souvent vers l'Espagne. Quand vous parlez des politiques, des politiques tendues là, politiques qui disent un jour une chose et le lendemain une autre chose et que l'électorat ne va pas les suivre, je vous dis non. Monsieur Sanchez a dit le 21 juillet avant les élections, une loi d'amnistie est inconstitutionnelle, et le 24 il a dit on va faire une loi d'amnistie. Et pas gouverner avec les extrêmes, le gouvernement aujourd'hui espagnol gouverne avec les indépendantistes basques, galiciens, les nationalistes basques, les indépendantistes basques, et même donc avec la gauche équivalente à la France insoumise. Donc l'Espagne montre qu'effectivement on peut dire tout et son contraire en différence de 3 jours et gouverner. Donc ça décrédibilise la coalition. Mais la preuve, et je viens à ça, et on peut gouverner avec les extrêmes sans aucun problème. Et puis, la dernière chose, ça ne décrédibilise pas, parce que vous disiez, Emmanuel Macron a perdu les élections, M. Sanchez a perdu les municipales, les régionales, les législatives et les européennes. Et il est au pouvoir avec un gouvernement des coalitions minoritaires. Donc, je dis qu'il faut regarder vers l'Espagne, pas pour copier forcément ce qui se passe en Espagne, mais en fait, tous ces problèmes que vous vous posez aujourd'hui, en Espagne, apparemment, on a trouvé une solution. Moi, je dis qu'il faut regarder vers l'Espagne pour marquer des buts. Arrêtez. Ça aussi, vous avez raison, monsieur. Arrêtez-nous, zéro. Après, vous êtes politique, vous voulez être à la tête d'un gouvernement, vous voulez gouverner, donc vous vous accommodez de ce que vous avez. Donc, en Espagne, il n'y a pas l'extrême droite telle que Vox ou le RN, comme on l'appelle ici en France, dans le gouvernement, mais il y a les indépendantistes catalans de Carles Puigdemont, qui, avec 7 députés, ont eu droit à une loi d'amnistie, et c'est un parti qui est à l'extrême droite aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord, parce que c'est extrêmement compliqué. J'ai quand même en tête des exemples. Vous savez, une coalition, il faut faire des compromis. Déjà entre les deux partis qui sont dans la coalition. D'abord, ne confondons pas le mot coalition et justement un contrat de législature où vous n'êtes pas dans le gouvernement. Le cas espagnol, c'est très particulier, puisque vous avez un gouvernement de coalition qui va présenter une loi, la loi du logement au Parlement national, où le Parti socialiste, qui est la composante principale
du gouvernement va voter contre cette loi. Ça, c'est des choses qui se passent aujourd'hui en Espagne. C'est pas facile, hein. Et le Parti socialiste gouverne, c'est pas facile. Parfois, il y a des contradictions énormes, mais la réalité est que si vous voulez gouverner, si vous voulez apporter des solutions, il faut trouver des compromis. Donc, trouver des partenaires, c'est aussi effectivement aller frapper à des portes auxquelles, a priori, on n'aurait pas dû y aller. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui en Espagne. Vous avez des électeurs qui ont voté le 23 juillet pour un parti socialiste qui était contre une loi d'amnistie et qui, le 24, se retrouve à proposer une amnistie. Donc après, il y a aussi des électeurs qui vont voter systématiquement la gauche, et peu importe ce que vous fassiez. Ça, c'est aussi la réalité. Pardon, ça a toujours été comme ça en Espagne, ou vous avez eu un moment de bascule comme ce que nous on est en train de vivre? Il y a eu un moment de bascule, puisque les premiers gouvernements espagnols, la démocratie espagnole est beaucoup plus jeune que la française, puisqu'elle est arrivée en 78 en Espagne. Mais on a eu des gouvernements avec des majorités absolues. On a gouverné longtemps avec des majorités absolues. Mais c'est vrai que les gouvernements de coalition, elles n'arrivent qu'en 2019. C'est le premier gouvernement entre les socialistes et Podemos, c'est le premier gouvernement de la démocratie espagnole. Et c'est après le mouvement des indignés et après tout ce qui s'est passé dans la société espagnole. La naissance espagnole. des Podemos et l'arrivée des Podemos dans l'échiquier politique. Ça, c'est une constante. L'Espagne, c'est la droite qui a gagné, c'est la gauche qui gouverne. Ça, c'est la réalité. Et après, de toute façon, vous parlez des gouvernements des coalitions et on oublie que Ensemble, enfin Renaissance, le gouvernement Attal était un gouvernement des coalitions quand même, puisque vous avez Horizon qui est un parti à l'intérieur de cette coalition, vous avez le Modem qui est aussi à l'intérieur. C'est vrai que les différences entre eux sont minimes, entre guillemets, beaucoup plus importantes du côté espagnol et parfois du côté belge au sein du gouvernement, mais la France est habituée effectivement en quelque sorte aussi à gouverner en coalition, mais il y a toujours un leader qui impose sa volonté ou sa décision, et les gens suivent. C'était l'époque, tu as raison, des Jacques Chirac au RPR, même de Nicolas Sarkozy à l'UMP, mais là, aujourd'hui, le leader, effectivement, il est touché, et fortement touché. Oui, mais il y a quand même quelque chose qu'on oublie souvent, et que Renaissance est née en 2014. Il n'y a pas d'histoire. Renaissance, c'est Emmanuel Macron. Et donc, et c'est quoi Renaissance? Il est allé piquer à droite et à gauche 2017, mais la naissance de En Marche, je veux dire le temps qu'il se lance par la suite. Mais c'est ça Renaissance. Quand vous parlez du Parti populaire, du Parti socialiste en Espagne, ou quand vous parlez des vieux partis, le RPR, l'UMP, etc., c'est des partis établis qui sont là, qui ont un électorat, qui ont pu changer de nom. Après, il y a eu, dans les cas espagnols, effectivement, des divisions au sein des partis. Le Parti populaire s'est divisé parce que l'extrême droite, qui était à l'intérieur du Parti populaire, est parti créer Vox. Donc ça, c'est une réalité. Podemos, qui a aujourd'hui pratiquement éclaté, qui est l'équivalent de la France insoumise. Pourquoi il a éclaté? Parce qu'une grosse partie de Podemos a créé Sumar, qui est le parti qui est aujourd'hui en coalition. Mais la réalité, c'est que Renaissance est quand même un parti qui a été construit autour d'une personnalité, c'est Emmanuel Macron, et avec des apports de la droite et de la gauche. Il n'y a pas un électorat de base qui est là depuis 50 ans. Il y a deux choses. La première, il y a des réformes comme l'approbation des retraites où vous avez besoin d'une majorité absolue pour pouvoir abroger. Et puis, il y a d'autres mesures comme le SMIC à 1600 € que vous pouvez faire approuver par décret. Et c'est un très bon exemple parce que le gouvernement Sanchez en Espagne, en l'espace des 6 ans, a augmenté le SMIC espagnol de 50%. Et l'une des fois, il a augmenté directement de 22%. Donc le SMIC, c'est quand même cette augmentation sur laquelle beaucoup de partis peuvent être d'accord, peut-être pas à 1600 €, mais beaucoup de partis peuvent être d'accord. On voit aussi un signal à la population et à l'électorat comme quoi on est capable d'avancer sur un certain nombre de choses, même si elles ne sont pas très nombreuses. Mais on est capable de faire. L'Espagne a utilisé notamment l'augmentation du SMIC justement pour montrer qu'ils avaient envie de continuer à travailler, même si on n'est pas dans le même parti. Non, tout simplement parce que la logique des institutions, vous l'avez dit, c'est que le parti arrivé en premier, donc le nouveau Front populaire, puisse avoir l'opportunité de proposer un Premier ministre et de défendre un gouvernement. Par contre, après, on voit déjà que ça, c'est pas si simple. Voilà, mais c'est la logique institutionnelle. Après, la logique parlementaire
veut que si vous n'êtes pas capable, effectivement, de défendre vos idées parce que vous n'avez pas les voix, vous allez tout simplement, effectivement, être remercié avec une motion de censure. L'Espagne, dès juillet de l'année dernière, le roi a proposé au premier parti arrivé aux élections, les conservateurs espagnols, de former un gouvernement. Ils n'ont pas été capables de former un gouvernement, et donc il a proposé au deuxième parti qu'il a été. Donc, mais la logique, c'est donner la possibilité à le nouveau Front populaire de défendre son programme, même si après la motion de censure, elle est démocratique et elle est là. Alors notre brillante équipe en régime souffle une question. Est-ce que quand on n'est pas arrivé en nombre de voix en tête, quand c'est divisé comme ça, est-ce qu'on se présente quand même comme celui qui a gagné? Est-ce que en Espagne ou en Belgique? Bien sûr, parce que ça reste quand même, le nouveau Front populaire était une entité, même si à l'intérieur il y avait 4 ou 5 formations politiques, mais c'était une entité. En soi, après, il y a la difficulté effectivement d'être divisé à l'intérieur, mais ensemble, c'était une entité avec 3 formations politiques à l'intérieur, et le Rassemblement national avec le LR de M. Ciotti était quand même 2 entités à l'intérieur d'une seule partie. Donc non, ça c'est tout à fait démocratique. Donc on pourrait dire, on dirait la même chose en Espagne. Tout à fait, on dirait la même chose. Bien sûr, parce que ça reste quand même, le nouveau Front populaire était une entité, même si à l'intérieur il y avait 4 ou 5 formations politiques, mais c'était une entité. En soi, après, il y a la difficulté effectivement d'être divisé à l'intérieur, mais ensemble, c'était une entité avec 3 formations politiques à l'intérieur, et le Rassemblement national avec le LR de M. Ciotti était quand même 2 entités à l'intérieur d'une seule partie. Donc non, ça c'est tout à fait démocratique. Donc on pourrait dire, on dirait la même chose en Espagne. Tout à fait, on dirait la même chose. Ça montrait en évidence quels sont les partis qui sont disposés à trouver des accords, même autour du président de l'Assemblée nationale. Ça pourrait aussi envoyer un signal pour dire, ben voilà, peut-être que ça ne sera pas un président de l'Assemblée nationale sorti du nouveau Front populaire, que ça sera un ensemble, mais ça montrerait qu'il y a une disposition des 2 partis, effectivement, à trouver des accords, en commençant par la tête de la présidence de l'Assemblée nationale.